RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Guadeloupe, actualité. Violente agression ce matin dans le quartier de l'Assainissement à Pointe-à-Pitre. 2 individus au visage masqué et circulant à scooter s'en sont pris à un homme, vraisemblablement afin de lui dérober sa chaîne en or, selon les témoins. Au moins 5 coups de feu ont été tirés. La victime âgée d'une vingtaine d'années a été blessée au bassin et aux membres inférieurs et il a été roué de coups de pied et de poing. L'homme a été pris en charge par le SMUR et transporté au CHU de Pointe-à-Pitre. Les images de la scène ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, laissant les passants et riverains choqués par son extrême violence. Des agents de la police municipale et scientifiques sont arrivés sur place peu après l'agression. Une enquête est ouverte et les individus sont activement recherchés. En Martinique, la situation se dégrade. Dans le quartier de Sainte-Thérèse, à Fort-de-France, ces dernières 48 heures ont été particulièrement tendues. À la suite de l'arrestation d'Hervé Pinto, survenu le dimanche 10 mars pour violation de son contrôle judiciaire, des appels en soutien ont provoqué des faits de violence dans la commune. Plusieurs incendies ont été constatés, parmi eux des bâtiments, des véhicules, mais aussi des bus. Les manifestants demandent la libération d'Hervé Pinto et appellent à une grande mobilisation. 8 individus ont d'ores et déjà été interpellés pour les faits constatés ces derniers jours et Hervé Pinto a été incarcéré. À quelques mois des élections européennes, Marine Tondelier, secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, est en visite en Guadeloupe. Ce matin, elle a été reçue par le maire de Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, pour discuter des démarches de développement de l'écologie dans la commune et en Guadeloupe. Comme de nombreuses villes de l'archipel, Pointe-à-Pitre fait face à des difficultés, mais le maire n'en oublie pas les enjeux environnementaux et écologiques. Charlie Dagonia. Mais je tenais vraiment à venir ici dans une posture d'humilité pour écouter ce que les personnes qu'on va rencontrer là pendant plus de 10 jours de déplacement ont à nous raconter en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Je vais ensuite à La Réunion et à Mayotte un peu plus tard. Je pense que c'est hyper important que les écologistes aient une parole forte sur les Outre-mer, mais après avoir entendu, parce que on voit bien ici en particulier qu'il n'y a pas de justice environnementale sans justice sociale et qu'il n'y a pas de justice sociale sans justice environnementale, que tout ça est intimement lié. Je suis là avec Harry, avec qui on milite depuis très très longtemps. Ce qu'il fait à Pointe-à-Pitre est vraiment super. On mesure en plus l'ampleur de la tâche. Les écologistes, c'est pas le confort du canapé à donner les leçons, hein, c'est les pieds sur le terrain et puis les mains dans l'action. Et donc du coup voilà, je discutais là à l'instant avec le maire de Pointe-à-Pitre de comment on fait dans les années qui viennent pour développer l'écologie en Guadeloupe. Pendant longtemps, j'ai dit yaka faucon, et aujourd'hui, je suis au pied du mur. Je suis censé rééquilibrer, redresser financièrement une ville. On a tendance à penser que l'écologie, c'est écolo-bobo, c'est cool, c'est sympa. Mais quand on a une ville qui a un déficit qui représente 200% de ses recettes de fonctionnement, il faut être très réaliste. Or, ce que je découvre, c'est que c'est pas incompatible avec l'écologie. On peut avoir un projet de développement durable pour cette ville. On peut penser aux mobilités douces, très concrètement. On peut penser à se préparer au bouleversement climatique. On peut penser à valoriser le littoral de Pointe-à-Pitre. On peut être écologiste dans une ville endettée et on peut encore plus le devenir quand ça ira mieux à Pointe-à-Pitre. Et c'est ce à quoi je pense. Les écologistes, vous parlez, vous avez un programme, mais c'est facile parce que vous n'êtes pas au pouvoir. Mais nous sommes au pouvoir. À Pointe-à-Pitre, à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg. Et de fait, les écologistes transforment déjà la vie de millions de Françaises et de Français au quotidien. C'est des repas locaux dans les cantines, c'est des mobilités douces, c'est des mesures en plus qui à chaque fois font du bien. Des fois les gens disent l'écologie c'est punitif, mais c'est punitif quand c'est mal fait par des gens qui sont pas écologistes en fait. Quand c'est fait par nous, c'est vraiment source de bien-être, d'apaisement, de prendre soin des gens, de prendre soin de l'environnement parce que tout ça est souvent lié. Et du coup c'est
Enfin, moi, ça me touche toujours énormément de voir des gens qui font concrètement avancer la vie des gens, pas juste en théorie, mais en pratique. La mer est un terrain de jeu avec ses règles et ses dangers. Les affaires maritimes veillent quotidiennement à la sécurité des usagers et au respect de la réglementation. Aujourd'hui, une campagne de sécurité des loisirs nautiques a été menée pour sensibiliser et rappeler à l'ordre les contrevenants à la loi. La mer n'est pas exempte de tout danger. Hier encore, un touriste de 60 ans a perdu la vie lors d'une baignade à Marie-Galante. Peu avant, en février dernier, un bateau de location a perdu le contrôle et a percuté le pont de l'Alliance, faisant donc plusieurs blessés et un mort. Cela rappelle l'importance de respecter les règles et d'adopter de bons comportements. Un reportage de Maxime Morel. L'objectif de la journée, c'était pour sensibiliser les usagers de la mer sur la sécurité et la vitesse à respecter. C'est bien la mer, c'est un bel environnement, mais il faut pouvoir revenir tranquille chez soi et avec de bons souvenirs. Il en faut, oui, il en faut. Ça fait partie de la routine. Hein. C'est comme sur les routes, en mer, ça doit être pareil. Je vois surtout des abus dans la vitesse de certains plaisanciers. C'est une matinée plutôt tranquille. On est en pleine semaine, début de semaine. C'est pas les vacances, donc il n'y a pas beaucoup de circulation en mer. Mais quand même, on a pu contrôler à peu près 6 personnes, enfin 6 navires, et il y a effectivement 2 infractions qui ont été relevées pour vitesse excessive. Il y a aussi d'autres services qui sont sur les mêmes thématiques, comme la gendarmerie nationale, la gendarmerie, la brigade nautique, et encore d'autres services qui nous faisons respecter la réglementation en mer. Et surtout, nous sommes là pour rappeler aux usagers qu'ils ne sont pas seuls et que l'environnement est un environnement où il y a des dangers et qu'il faut prendre cela en compte. Aujourd'hui est la journée mondiale du rein. Ils jouent un rôle essentiel en assurant la filtration du sang et l'évacuation des déchets du corps par l'urine. Les reins sont des organes vitaux dont il faut aussi prendre soin. Une journée porte ouverte sur l'insuffisance rénale chronique a été organisée aujourd'hui par le service de néphrologie et hémodialyse du CHU. Les visiteurs ont été invités à se faire dépister pour détecter ou écarter le risque de maladie rénale. Même si l'on peut vivre avec un seul rein, il vaut mieux les avoir en bonne santé. Un reportage de Maxime Morel. La semaine du rein, c'est l'occasion de chacun puisse prendre un petit peu soin de sa santé. Comme il est toujours prendre soin de ses reins. Donc là, vous voyez, tout de chacun vient pour le dépistage. C'est pour quand même sensibiliser et dépister les maladies rénales, puisque les maladies rénales, elles sont silencieuses et il n'y a pas de manifestation. Quand il y a manifestation, quand le malade sent qu'il est malade des reins, c'est que c'est déjà tard et qu'il faut trouver une solution de remplacement des reins, notamment la dialyse ou le faire une greffe rénale. Parce que les reins, c'est un filtre de l'organisme. C'est la voirie de notre organisme qui nous débarrasse des déchets de tout ce que toutes les cellules produisent. Ça passe dans le sang, c'est le rein qui les élimine. Notre priorité, c'est de détecter tout problème concernant les reins. Ok? Donc, alors, sachant qu'en insuffisance rénale, il y a des facteurs de risque. Il y a des gens qui sont porteurs de risque sans le savoir. Donc, nous commençons par contrôler la glycémie. Parce que les diabétiques, c'est un facteur de risque. Ils peuvent atterrir en dialyse. Nous contrôlons la tension, c'est-à-dire que tout ce qui est hypertension artérielle, maladie cardiovasculaire et obésité, tout ça. On dit toujours qu'on a du mal à prendre soin de soi. Et notamment quand le rein dysfonctionne, c'est vrai qu'il ne prévient pas souvent. Donc c'est pour ça qu'il est important régulièrement de faire un suivi, que ce soit pour ceux qui ont le diabète, que ce soit pour ceux qui ont l'hypertension. Mais vraiment, c'est vraiment prendre soin de nos reins. C'est pour ça qu'on a mis le dépistage. Comme on veut, non seulement on sensibilise, mais on dépiste ces maladies-là qui sont les grands pourvoyeurs d'insuffisance rénale chronique au stade et de dialyse, notamment le diabète et l'hypertension et l'obésité, le fait de bien manger, de manger sainement et aussi l'activité physique. C'est pour ça que l'activité physique, on la fera aussi le vendredi. Il y aura aussi une session activité physique par un coach sportif pour apprendre aux gens à se maintenir en forme.
Les duty-free, comprenez boutiques hors taxes, sont des commerces présents dans les aéroports ou terminaux de croisière qui permettent aux usagers d'acheter des produits dont les prix n'incluent pas la TVA. À quelques semaines de la fin de la saison de croisière 2023-2024, où les touristes ont afflué, le président de Cap Excellence, Éric Jalton, s'interroge sur l'éligibilité et la mise en œuvre d'un duty-free sur le territoire. Une conférence a été menée hier soir autour de la question des opportunités que peuvent apporter le duty-free aux commerçants guadeloupéens. Un reportage de Charlie Dagonia. Écoutez, nous allons déjà nous enquérir du contenu du cadre législatif concernant le duty free. L'objectif et le vœu du président Éric Jalton, c'est de faire en sorte que le territoire de Cap Excellence ait également une entrée à travers cet outil qui est le duty free. Cette réunion formalise l'expérimentation des 2 premières années. Maintenant, on va courir encore sur 3-4 ans. Bon. Qu'est-ce que j'attends? J'attends que soient précisés un peu plus les contours du duty free, qui en profite, comment on en profite, et que soient allégées considérablement les contraintes que peut peser un duty free sur le petit commerce, le commerce moyen, ainsi de suite, ainsi de suite. Je pense que ça va être précisé là. Qu'est-ce qu'on attend de tout ça? On attend tous un espèce de petit boost de notre chiffre d'affaires qui est pas très correct depuis 3-4 ans. Donc, même si c'est 1 ou 2% d'augmentation, on prend. En espérant que demain, le projet Caru-Carabé fasse, vraiment son effet. Pour l'instant, on est dans l'attente de tout ça. 300 000 touristes croisiéristes, c'est peut-être peu. On peut peut-être, avec un projet de plus grande envergure, toucher beaucoup plus de touristes et donc que le commerce du centre-ville de Pointe-à-Pitre et de toute la ville de Pointe-à-Pitre soit un peu plus prospère. Déjà, nous sommes concernés, nous, à Terre de Haut, dans ce décret, puisque nous faisons partie intégrante en tant que commune touristique de cette facilité de pouvoir mettre aujourd'hui en place le duty free. Alors, qu'est-ce que j'attends réellement? Déjà que je puisse apporter des bonnes nouvelles aux commerçants des 7 pour connaître un petit peu les modalités de mise en place de l'action, ainsi que la zone concernés pour la vente en duty free. Je pense que très sincèrement, nous recevons quand même pas mal de croisiéristes à Terre de Haut et c'est quand même une valeur ajoutée pour les commerçants de l'île. Donc j'attends effectivement que demain, les commerçants puissent se porter mieux et puissent booster leur vente avec ça. On ne sera jamais prêt à 100%. C'est toujours difficile d'acter la même marche pour les petits, du moyen que les grands commerces. D'accord? Mais là est le but du jeu. La Chambre de commerce y met, la municipalité, j'espère qu'elle se mettra aussi. Nous, de notre côté, on se mettra aussi. La Chambre de commerce aussi. Et donc, est-ce qu'ils sont prêts? Peut-être pas maintenant. Certains, les gros, évidemment, ils ont compris parce que le duty free existait déjà à Pointe-à-Pitre. C'est la pédagogie à faire. C'est toujours comme ça. Il faut répéter jusqu'à quand ça devient naturel. Sur le territoire de Cap Excellence, le stade René-Serge Nabajot aux Abîmes s'apprête à faire peau neuve. C'est un travail colossal qui attend les maîtres d'ouvrage pour remettre le stade dans des conditions optimales dont les travaux devraient démarrer cette année. En visitant Guadeloupe, le président de la Fédération française de football dit s'associer à cette rénovation pour permettre le développement du football guadeloupéen. Solène Fèvre. Nous avons profité de la présence du président de la Fédération nationale de français de football pour pouvoir lui exposer les projets que nous avons de rénovation de la tribune, de la pelouse, de la piste qui est fortement dégradée. Ce sur quoi il s'est engagé à nous accompagner auprès des instances pour optimiser notre financement. Les travaux vont débuter cette année-ci pour durer un an et demi. Aujourd'hui, ce projet est évalué à 5 170 000 euros. Il sera réalisé normalement entre 18 mois et 2 ans. On essaie de le faire tenir sur 18 mois, sachant que c'est vraiment des gros travaux de rénovation. Fort heureusement, les collectivités locales se sont mobilisées pour entreprendre une rénovation qui va prendre certainement 2 ans, à laquelle la Fédération française de football va s'associer
y compris financièrement. C'est ce que je suis aussi venu confirmer aux représentants des collectivités locales pour que la Guadeloupe dispose d'un beau stade dans 2 ans, qui soit aux normes internationales et qui permette non seulement à ses clubs de venir jouer, mais aussi à l'équipe de Guadeloupe d'avoir l'occasion de recevoir dans des bonnes conditions ses homologues de la CONCACAF. Nous avons comme partenaire la région pour 2 millions d'euros, le département pour 1 million d'euros, l'État avec 2 dispositifs pour 800 000 euros, Cap Excellence qui nous finance aussi, mais je ne sais plus trop les détails. Et puis vous avez aussi bien sûr la ville des Abîmes. Et maintenant on a aussi la Fédération française de football qui nous consent une subvention supplémentaire qui nous permettra de boucler notre budget relativement aisément et ce qui nous permet aussi de suivre le projet de manière plus facile, plus tranquille puisqu'en fait le financement est présent. J'attends d'avoir le montant global du projet, mais nous on a des critères assez précis pour pouvoir accompagner. Donc notre engagement au niveau de la fédération, il va être autour de, je pense, 150 000 euros pour accompagner les collectivités, montrer que le football ne fait pas que tendre la main, mais qu'il apporte aussi sa contribution à la hauteur de ses moyens pour faire en sorte que le football ici en Guadeloupe puisse continuer à se développer. À Saint-Claude, l'entrepreneuriat du vivant se décline au féminin. Aujourd'hui a eu lieu la Journée des femmes entrepreneurs du vivant, l'occasion de découvrir des projets innovants qui valorisent les richesses de la Guadeloupe. Les visiteurs et les élèves de l'Agrocampus sont allés à la rencontre de ces femmes et de leurs produits. Ils ont notamment pu approcher la lauréate du concours A Green Startup 2023, Nahuel Tournebise, avec son projet Capril pour la production artisanale de lait et de fromage de Cabri. Un reportage d'Olivier Félix. La semaine de l'entrepreneuriat au féminin, c'était extrêmement important pour nous de faire cette journée en direction des femmes. Donc une journée en 2 temps, j'ai envie de dire, sous la bannière l'aventure du vivant. Donc l'aventure du vivant, c'est une campagne du ministère de l'Agriculture pour sensibiliser le jeune public au métier de l'agriculture. Et nous, au service formation et développement, on est autorité académique pour l'enseignement agricole. Donc c'était normal pour nous de faire une manifestation sous la bannière entrepreneuriat du vivant et particulièrement mettre en valeur les femmes entrepreneurs qui s'investissent dans les métiers du vivant. Donc nous accueillons 19 femmes réparties dans 4 secteurs, les transitions agroécologiques, l'alimentation saine et durable, l'indépendance alimentaire et le changement climatique. Donc nous recevons en ce moment, il y a 40 jeunes, 40 scolaires qui sont ici, qui vont à la rencontre de ces femmes pour découvrir leurs produits, leur entreprise, profiter de leur expérience et puis recueillir des conseils. Je trouve que c'est un village très agréable qui permet de mettre en valeur ce que la Guadeloupe nous propose, ce que nos artisans nous proposent. Et je pense que ça peut nous porter comme exemple d'entreprise pour certains qui voudraient gérer leur propre entreprise. Je m'intéresse particulièrement aux plantes et au milieu de la santé, donc je pense que ça pourrait m'aider dans mon projet de métier, voilà. Je pense que c'est important de toujours être présent. Alors oui, effectivement, j'ai été présente au niveau national. Je pense que c'est encore mieux d'être présente au niveau local et au niveau du territoire. Pour moi, c'est une journée importante et je voulais être là et je participe d'ailleurs à la table ronde de l'après-midi parce que je pense que c'est important de parler de son parcours, montrer aux gens que c'est possible, qu'il n'y a pas de plafond de verre ou en tout cas s'il y en a un, il faut le briser, d'accomplir ses rêves, d'accomplir ce qu'on souhaite faire, entreprendre. Donc oui, c'est important, montrer que les femmes aussi dans le milieu agricole, c'est possible. Et il y en a, on est beaucoup, très diverses, avec des projets complètement différents. Mais on a tous une certaine force et le but, c'est de mutualiser, rencontrer du monde, partager son expérience et si possible, créer peut-être de nouvelles vocations et travailler ensemble, mutualiser et voilà, montrer que tout est possible quand on y croit. Au Gosier, le maire et président de la CARL, Cédric Cornet, soutient les initiatives qui encouragent le développement de la jeunesse. La première édition du Color Run Festival aura lieu les 8 et 9 mai prochains dans la commune. L'événement alliant sport et culture promet aux jeunes de se dépenser, de s'amuser, mais aussi d'évoluer personnellement et professionnellement. Un reportage de Michel Depape. Le 8 et le 9 mai, la ville du Gosier, la CARL et le Sinoval vont accompagner la Run Color. Donc c'est une manifestation qui est à moitié ludique et à moitié professionnelle où on va permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès aux formations, aux métiers sous tension, les métiers aussi sensibles ou même des fois qui sont peu connus. Notre objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre de mettre un terrain favorable pour limiter le chômage et se rapprocher du plein emploi.
C'est la première édition du Color Run Festival. Le Color Run Festival est une continuité de ce qui était fait précédemment, qui s'appelait le Guadacolor, qui est une manifestation sportive et culturelle qui consiste à réunir un public et de leur proposer de faire un parcours de 5 km durant lequel ils font du sport à leur convenance, soit de la marche ou soit de la course à pied, en musique, et où ils rencontrent des hommes de couleur et où ils s'envoient de la poudre au lit. Et ensuite, après ce parcours de 5 km, ils sont reçus dans un espace où là, il y a un plateau artistique qui leur est proposé pour rester dans ce côté sportif, festif. Par rapport à cette propension que nous avons à pouvoir réunir les jeunes, nous avons décidé d'apporter une évolution à la manifestation en proposant un objet social et de permettre à ces jeunes-là de pouvoir s'amuser, de pouvoir faire du sport, mais également d'avoir des informations pour qu'ils puissent eux aussi réfléchir à préparer comment va se préparer leur avenir. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'invite tous les jeunes de Guadeloupe à venir les 8 et 9 mai au Palais des Sports du Gosier et de participer à ce bel événement qui est en même temps festif et en même temps professionnel. O-News Radio sur outremernews.fr.